Bienvenue. Mais bienvenue dans un pays où la pauvreté qui sévit est la rançon de plusieurs décennies de négligence et d'injustice. Où l'argent est devenu un outil de domination en politique, où la cupidité d'hommes d'État et leur recherche incessante de profit personnel l'emportent sur toute considération pour le bien-être du peuple. Bienvenue dans ce pays devenu tristement célèbre où des militaires tirent à balles réelles sur des manifestants sans armes à feu. Et il y a eu plusieurs morts, donc du sang versé. Dans le sang, il y a eu un conseil des ministres. Il y a eu une rencontre avec le corps diplomatique. Et il y a eu l'annonce des résultats des législatives illégitimes par la Cour constitutionnelle. Ce sont des indifférences froides, coupables et criminels. Dans ce pays, la loi d'amnistie votée ne devrait pas faire oublier qu'il y a eu réellement des morts, les 1er et 2 mai 2019, des victimes non armées en face de balles létales tirées. Les archives existent et la mémoire collective ne peut pas oublier ces morts, les familles et ces victimes non plus. Le sang des citoyens les plus pauvres, versés pour la démocratie, ne sera jamais inutile. Mesdames et messieurs, vous avez deviné le pays dont il est ici question. Le Bénin. Et vous l'aurez compris, à part quelques mots de transition qui sont de moi, ces propos sont des extraits des réflexions de l'auteur du jour, tirés de son ouvrage « Le pouvoir du déni, chronique d'une démocrature assumée », avec la préface de Francis Laleyet, publiée aux éditions Les Impliqués à Paris en cette année 2024. L'ouvrage est le condensé de 12 réflexions écrites en temps réel, au fil des événements sociopolitiques entre 2016 et 2021, encadrés par des propos introductifs et conclusifs, le tout en 129 pages, accompagné d'une bibliographie. Vous êtes Monsieur l'abbé, un empêcheur de dormir en paix, un fauteur de troubles, un troubleur de sommeil. Vous tâchez à devenir, comme l'un de vos illustres prédécesseurs que j'ai connus, vous tâchez à devenir cet illustre prédécesseur qui avait l'esprit ferme, le style serré, court, vif, incisif, et surtout parfois brutal de vérité. Vous tâchez à devenir l'abbé Alphonse Quenom, de vénérée mémoire. Et vous mériteriez le même chef d'accusation dont les procureurs du père Quenom le couvraient il y a quelques années. Vous êtes, monsieur l'abbé, un réactionnaire, un subversif. Mesdames et messieurs, auguste assemblée, écoutez monsieur l'abbé dans son analyse de l'action du régime qui gouverne le Bénin depuis 2016. Une phrase résume l'essence de son propos et même de l'ouvrage. Ouvrons les guillemets. J'écris sur le sujet de la précarité parce que dans le Bénin d'aujourd'hui, un Bénin qui a toujours existé à mes yeux et qui, par contre, vient d'exister pour certains, il est mis en avant les pierres et les hommes n'existent que pour chanter la beauté des pierres. Je reprends. J'écris sur le sujet de la précarité parce que dans le Bénin d'aujourd'hui, un Bénin qui a toujours existé à mes yeux et qui, par contre, vient d'exister pour certains, il est mis en avant les pierres et les hommes n'existent que pour chanter la beauté des pierres. Page 105. Allusion faite ici au ritournelle du régime de la rupture sur son miracle des infrastructures. L'abbé Aguenounon relativise cette posture messianique de ce qu'il appelle le régime néo-émergent. Au-delà, tous les gouvernements successifs du Bénin.
je le cite à nouveau, « Les routes en chantier, les infrastructures en cours de construction constituent les tâches régaliennes de tout régime politique. C'est un acte de gouvernement ordinaire. Hisser cela comme la prouesse d'un régime, tel qu'on le fait depuis toujours, est un abus. » Page 102. On le voit bien, c'est un parti pris pour les plus pauvres et pour les droits de l'homme et pour l'état de droit démocratique. Et vous appuyez, monsieur l'abbé, ouvrons les guillemets, ces dernières années, on a l'impression que le citoyen ne compte pour rien. Ce régime des lois a relégué au dernier rang et lui a retiré, dans le concret, pratiquement toutes les libertés fondamentales universellement reconnues. Le dernier recours de tout peuple, émancipé et libre, lui a aussi quasiment refusé. Le droit de manifester, le droit de marcher dans la rue, le droit de protester. L'actuel pouvoir a fermé toutes les portes citoyennes par lesquelles il est venu au pouvoir. Page 95. Monsieur l'abbé, vous êtes un homme de prière, mais vous êtes un incrédule impénitent à l'évangile du pouvoir arrogant. Et je vous cite, « La chronologie des actes politiques posés ces dernières années nous montre qu'aujourd'hui, le pouvoir politique et toute la vie politique constituent une pensée unique et un pouvoir personnaliste au service des intérêts particuliers d'une oligarchie. Une oligarchie qui tient et maîtrise les organes et les vertèbres du Bénin à l'aide de toutes les manettes de l'État dans le seul but de faire de ce pays un patrimoine personnel. » Page 102. Et puis, monsieur l'abbé, vous êtes cru. Et je vous cite, « Il est clair que le pays s'avance dans un gouffre qui arrange uniquement l'argent roi, le prince et ses amis. Tout se passe ainsi parce que cette oligarchie a la conscience anesthésiée, la raison émoussée et le cœur insensible. Il n'y a de pires ennemis d'un pays que la loi de l'argent, la primauté des intérêts du prince et de ses amis, la posture de l'indifférence et le silence de l'élite. » Page 102. Et puis, on peut multiplier les mots, au lieu de dire dur, les mots purs, rapacité, rugosité du pouvoir néo-émergent. Et quand, monsieur l'abbé, vous n'êtes pas cru dans votre ouvrage, vous êtes toujours interrogateur, inquisiteur, une façon de raffiner au fond sur la crudité du propos et la concrétude de ce qui vous préoccupe. Entendez, si vous en doutez, mesdames et messieurs, les interrogations de monsieur l'abbé. Quelle est la valeur actuelle d'une vie au Bénin? Quel est le coût actuel de la vie du Béninois modeste? Ont-ils jamais aimé le Bénin? Ces questions cachent à peine la qualité de nos politiques publiques. Elles interpellent notre conscience sur le choix à faire entre biopolitique et nécropolitique, entre la politique de la vie et la politique de la mort. Elles insistent sur le rôle majeur, quelque peu dévoyé, de l'élite politique béninoise en laquelle, monsieur l'abbé, vous ne semblez plus du tout croire. Et pourtant, homme de prière, vous êtes sommé d'être plein d'espérance. Et la question conclusive de votre ouvrage, mais en même temps introductive au débat qui viendra tout à l'heure, entre la démocrature et la dictature, il n'y a qu'un seul pas. Ce pas n'est-il pas déjà franchi par la rupture? Page 96. Cette question sort d'une autre que vous avez posée dès l'entame de votre livre, monsieur l'abbé. Qu'a-t-elle vraiment fait de mal, la démocratie? À cette dernière question, on peut, avant de répondre, adjoindre une autre question magistralement formulée par Myriam Revaud-Dallons. Pourquoi nous n'aimons pas la démocratie? Au fond,
parce qu'elle est décevante pour les hommes que nous sommes, car elle exige transparence en tous les sens du terme. Et c'est aussi parce que, comme dit Claude Lefort, un auteur qui vous est cher, parce que vous y avez consacré une étude, c'est aussi parce que la démocratie produit, comme dit Lefort, un lieu vide, que le plus omnipotent des omniscients ne peut habiter à lui tout seul. Si éternel que se croit le dirigeant, il est subitement rappelé à son incapacité à tout contrôler, à tout habiter, à sa finitude d'être humain. C'est parce que, en définitive, la démocratie produit, comme dit toujours Lefort, je le cite, la dissolution des repères de la certitude. En démocratie, personne n'est jamais certain de tout. Et maintenant, Monsieur l'abbé, quelques points pour entretenir la discussion après vous, après cette lecture de votre ouvrage. Mon père, vous êtes un homme de prière, mais qui d'une certaine façon critique la pierre dans la gouvernance publique. Et j'ai envie de dire, qui critique Pierre? Car au fond, l'Église, pour être rayonnante, a besoin d'être bâtie et bien bâtie, à base de la pierre. Et pourtant, vous n'êtes pas si admirateur que ça des politiques de la pierre. Monsieur l'abbé, vous dites, et je vous cite, en général, la politique béninoise souffre d'une crise morale. Page 61. Et puis, vous vous questionnez, ont-ils jamais aimé le Bénin? Il me semble que cette question doit nous être reposée, entre nous, sans complexe, sans passion, dans la tempérance. Avons-nous, Béninoises et Béninois, avons-nous jamais aimé le Bénin? Car au fond, les griefs que nous faisons à l'élite politique sont des griefs à reporter sur la société béninoise entière. La crise que nous vivons n'est pas que celle de l'élite. C'est une crise de l'homme béninois, une crise de la société béninoise, une crise de nous-mêmes. Monsieur l'abbé, vous faites une apologie comparée des États développés et démocratiques dans le monde. Mais un esprit malin, fait de ruses, sans rage, peut vous interpeller. Connaissez-vous dans l'histoire de l'humanité un pays qui est arrivé au plein développement économique, technique et technologique sans une parenthèse de fermeté, voire de quasi-dictature? Monsieur l'abbé, vous observez que le pouvoir néo-émergent, la rupture, a fait l'option politique d'asseoir, avec une dictature non avouée, un régime sans nom au service d'un prétendu développement. Page 19. La grosse question qui me taraude l'esprit, c'est comment sortir durablement de là où nous nous sommes rendus, si tant est que là où nous en sommes aujourd'hui est désormais indésirable. Mais au fond, mesdames et messieurs, après ce réquisitoire contre Monsieur l'abbé, peut-on trouver quelques situations atténuantes pour défendre l'accusé du jour? Monsieur l'abbé, la réalité qui suscite votre réflexion, vous ne l'avez pas inventée. Elle vous est donnée. Les faits, chacun le sait, sont là et têtus. Chacun en fait la lecture en fonction des lieux où il se trouve, où il a été forgé, des convictions, des valeurs qui l'ont élevé, en fonction de comment vibre en lui le message de ce bout de terre que nous ont légué nos pères et nos mères. Monsieur l'abbé, vous faites acte de courage, vous faites acte d'audace. Le test écrit dans le malheur des événements et dans l'inquiétude du temps qui vient, le test vous rend justice dans le cadran de l'histoire. L'un de vos illustres prédécesseurs, le père Alphonse Quenom, appelait souvent mon attention sur notre devoir d'intellectuel, la capacité de l'intellectuel à pouvoir penser dans les temps sombres le temps qui vient.
Et vous le faites si bien. Peut-être un petit regret pour le lecteur que je suis. Il me manque quelques notes de bas de page à chaque texte, juste pour situer précisément le contexte sociopolitique et éditorial de sa production, les événements qu'il interprète, la précision d'une publication antérieure ou non, le caractère inédit ou non de la publication. Mais qu'importe. Quand le temps sera venu, Monsieur l'abbé, en tout état de cause, il ne sera jamais dit de vous que vous avez été bouche bée face aux tribulations de votre peuple, indifférent au sort de votre communauté, de votre pays. Et quand ce temps sera venu, les jours matinés de quelques douleurs, la nuit bercée de quelques lueurs, la chevelure grisonnante, quelques-uns d'entre nous, certains de nos derniers neveux, et peut-être la mémoire collective dans nos bibliothèques, se souviendront qu'il y eut, parmi les plus courageux d'entre nous, quelqu'un qui œuvra par l'esprit, la parole et la plume, pour que les pouvoirs qui nous gouvernent ne sombrent dans le pouvoir du déni et le mépris, de la souffrance des humains qui font notre pays. On dira de lui qu'il eut le courage de nous intranquilliser avec une question qui va nous poursuivre presque toute notre vie, comme notre ombre. Une question qui pousse à la réflexion et surtout à l'action. Mesdames et messieurs, que faisons-nous d'un régime qui met en avant les pierres et où les hommes n'existent que pour chahuter la beauté des pierres? Merci de votre attention.